Les soldats japonais fouillèrent l'atelier, convaincus de n'y trouver qu'un mécanicien affamé. Au fond, derrière une cloison de tôle, une forme improvisée brillait sous la lampe. Un chargeur bricolé, un bloc de culasse retaillé, et un homme décidé à sortir vivant. Manille, janvier 1945. La nuit colle au mur de l'ancien hangar civil, réquisitionné par l'armée japonaise. Les tôles vibrent à chaque rafale, au loin. Dans un coin, Pierre Lenoir nettoie un morceau d'aluminium tordu, assis sur une caisse vide. 2 gardes passent devant lui sans ralentir. Pour eux, il reste un mécanicien français coincé là depuis l'occupation, bon seulement à réparer des gouvernes et démonter des moteurs usés. Il redresse la tête quand les pas s'éloignent. Il ouvre une petite caisse de pièces récupérées en douce. Un ressort d'amortisseur, raccourci, un fragment de rail, de mitrailleuse type 97, une poignée d'accès d'hydravion. Rien ne correspond, mais tout peut servir. Il enchaîne les gestes courts, précis. La lampe à pétrole pulse, éclairant juste assez pour qu'il distingue les arêtes qu'il lime. Un bruit sec tombe derrière la cloison. Une pâle d'hélice frappée contre le sol. Pierre gèle une seconde, puis il se penche discrètement. 2 pilotes japonais discutent. L'un soupire en montrant un plan froissé d'appareil en panne. Encore cet Européen, il travaille lentement. Laisse-le, il n'a pas d'armes, et la base va tenir. Pierre retient son souffle. La phrase tombe comme un verdict. Il n'imagine pas qu'il puisse agir. Cette certitude les rend négligents. Elle lui offre un espace. Dès qu'ils partent, il ressort son assemblage. Le canon improvisé n'était qu'un tube d'aération retaillé, mais il a pu le renforcer avec un manchon d'acier, pris sur un moteur Sakae. La culasse glisse mal, pourtant elle recule assez pour cycler. Il teste encore, guidé par l'urgence. Le métal claque un peu trop fort. Il couvre le bruit en renversant volontairement une caisse vide. L'air change quelques minutes plus tard. Un officier arrive, escorté de 3 soldats. Ils inspectent les lieux. Lenoir garde le dos voûté, les mains dans la graisse. L'officier s'arrête près de lui, observe l'établi, renifle. « Tu travailles sur quoi ?» Pierre désigne un bloc moteur posé, en évidence. Segment de piston. Il a fendu. L'officier ne semble pas convaincu, mais un tir isolé résonne dehors. Il ordonne à sa patrouille de continuer. Lenoir reste immobile jusqu'à ce que les pas disparaissent. Il se lève enfin. Très lentement, il soulève la cloison de tôle qui cache son arme. Encore quelques ajustements. Un rail pour l'alimentation, une poignée fixée avec 2 rivets arrachés d'un pare-choc. Le tout paraît instable, presque risible. Pourtant, il sent que ça peut fonctionner, au moins une fois. Dehors, l'artillerie américaine se rapproche. Les murs vibrent davantage. Le temps qu'il croyait avoir disparaît d'un coup, emporté par les explosions. Il range l'arme dans une boîte de pièces et ferme soigneusement le couvercle. S'il veut tenter quelque chose, ce sera bientôt. Il essuie ses mains, souffle et écoute les pas revenir. Cette nuit, la base glisse vers un autre état, plus nerveux, moins sûr. Cela joue pour lui. Manille, même nuit, 1 heure plus tard. Le hangar se vide peu à peu. Les équipes sont envoyées vers le sud de la base, là où les Américains ont percé une ligne périphérique. Les projecteurs s'allument, puis s'éteignent brusquement, signe que quelqu'un improvise des ordres contradictoires. Dans ce chaos, Pierre déplace sa caisse de pièces vers la zone où stationnent 3 carcasses d'avions, laissées pour cannibalisation. Il se glisse sous l'aile d'un vieux Ki-43, encore taché d'huile. Là, personne ne vient. Il ouvre la caisse, sort l'arme et commence à ajuster le support d'alimentation. Il utilise un bout de rail de train d'atterrissage comme levier pour resserrer une pièce, tapant juste assez fort pour éviter que ça résonne. La culasse claque plus net. C'est un progrès. Un cercle de lumière apparaît soudain.
Un soldat en patrouille. Pierre se couche aussitôt, à moitié dans la poussière, l'arme cachée sous son torse. Le soldat s'arrête, méfiant. Il scrute autour de la carcasse. Il y a quelqu'un. Pierre retient son souffle. Le soldat approche encore de 2 pas, puis s'accroupit pour regarder sous l'aile. Pierre lui tend un chiffon gras. J'inspecte les conduites. On m'a dit de vérifier toutes les pièces récupérables. Le soldat plisse les yeux, puis grogne quelque chose d'inintelligible. Il semble surtout fatigué. Il referme sa lampe et poursuit sa ronde. Pierre reste immobile encore 30 secondes, les muscles crispés. Quand il bouge enfin, le bruit du front se rapproche encore. Un sous-officier court à travers le hangar, appelant des équipes pour renforcer un poste avancé. Ce mouvement massif crée une trouée dans la surveillance. Pierre en profite. Il porte l'arme vers l'atelier voisin, plus sombre et abandonné depuis des semaines. À l'intérieur, des établis couverts de poussière, une meule rouillée, une presse hydraulique vidée de son huile. Il pose l'arme sur le premier établi, sort un chargeur bricolé dans un segment de conduit moteur. Il y glisse des cartouches de 7,7 mm trouvées la veille. Il en teste l'alimentation. Une avance hésitante, mais suffisante. Il sait que l'ensemble ne résistera pas longtemps. Une arme pour un passage court, rien de plus. Dehors, un cri. Puis un bruit de lutte étouffé. Pierre jette un œil par la porte. 2 soldats japonais traînent un prisonnier philippin, capturé près de la clôture. Ils le bousculent, nerveux. L'un d'eux frappe le sol avec la crosse de son fusil, pressé de l'emmener plus loin. Cette scène change la donne. Elle réduit le temps dont il pensait disposer. Si la base commence à arrêter tous les civils présents, lui sera le prochain. Il referme la caisse, glisse l'arme dedans, agrippe la poignée. Pas encore le moment d'agir, mais bientôt il n'aura plus le choix. Avant de quitter l'atelier, il coupe la lumière. Le hangar plonge dans une pénombre instable, seulement traversée par les lueurs des incendies au loin. Un rythme nouveau s'installe, plus rapide, plus chaotique, et Pierre s'y adapte, pièce par pièce. Aube pâle, toujours dans la base. Le vacarme de la nuit s'est transformé en bourdonnement sourd. Les Japonais fortifient l'intérieur, conscients que la ligne extérieure s'effrite. Pierre traverse une zone jonchée de caisses ouvertes. L'odeur de carburant flotte, mêlée à celle de métal chaud. Il avance avec un seau d'outils pour masquer sa caisse, réelle, lourde de son arme. Il s'arrête près d'un chariot de maintenance renversé. Dessous, un compresseur d'appoint, encore intact. Il vérifie les câbles, puis glisse la main derrière le socle pour récupérer une pièce qu'il a repérée la veille. Un anneau de fixation en acier trempé. Il le cale contre le corps de l'arme, renforçant le point faible où la culasse risquait de sauter. Ce genre de détail peut éviter que tout explose dans ses mains. Le sol tremble. Un officier débarque, suivi de 8 hommes. Il bloque l'allée. Inspection complète. Tous les civils doivent se présenter au bureau nord dans 10 minutes. Pierre se fige. S'y rendre signifie fouille, question, disparition. Il incline la tête comme les autres mécaniciens, puis s'écarte lentement. Quand l'officier tourne le dos, il se glisse derrière le chariot et reste accroupi. Les pas s'éloignent, mais pas assez. Un soldat reste en arrière, occupé à replacer des caisses. Pierre jette un regard rapide. Un avion entrepôt, porte ouverte, intérieur sombre, à 5 mètres. Il attend le moment où le soldat se retourne vers un autre tas de matériel. Puis il avance, précis, presque silencieux. Il atteint l'entrepôt et y disparaît. À l'intérieur, des ailes repliées, des panneaux de fuselage empilés, une forte odeur de caoutchouc. Il referme la porte juste assez pour réduire la lumière. Là, il dépose la caisse, sort l'arme et installe la dernière pièce,
un guidon improvisé, taillé dans un support de câblage. Le poids de l'ensemble devient cohérent. La culasse glisse mieux. Il écoute le cliquetis, régulier, maîtrisé. Un bruit de bottes s'arrête juste devant la porte. « Quelqu'un est entré ?» demande une voix. Un autre répond. L'officier veut tous les civils. Si l'un manque, les deux restent immobiles. Un frottement de métal, puis la poignée bouge légèrement. Pierre recule d'un pas, arme serrée contre lui. Il se tient prêt à se glisser derrière les panneaux si la porte s'ouvre. Mais une voix plus lointaine appelle les deux soldats. Ils repartent, contrariés. Ce répit modifie sa trajectoire. Se présenter au bureau nord est impossible. Après cette inspection, la base va resserrer son dispositif. Toute fuite deviendra improbable. Ce qu'il fabrique n'est plus un outil pour, quand l'occasion viendra. C'est une arme pour ouvrir lui-même cette occasion. Il range soigneusement l'arme dans la caisse, place dessus un morceau de toile imbibée d'huile pour masquer l'odeur de poudre. Il respire un instant, puis il entr'ouvre la porte et observe. Deux équipes courent vers la zone sud. Le centre de la base est presque désert. Il saisit la poignée de la caisse. La prochaine étape se jouera là où la surveillance est la plus faible, près du dépôt de ravitaillement, juste derrière le poste radio. C'est la seule zone où les Japonais bougent moins, et la seule où un homme peut disparaître sans être remarqué pendant quelques minutes. Fin de matinée. Le soleil frappe les tôles du dépôt de ravitaillement, mais l'intérieur reste sombre, rempli d'ombres et d'odeurs de toile brûlée. Deux soldats comptent des bidons d'essence, distraits par les messages pressés qui sortent du poste radio voisin. Pierre se glisse entre deux palettes, sa caisse en main. Personne ne le remarque. Tout le monde cherche des ordres clairs, et il n'y en a plus. Il repère une échelle donnant sur une mezzanine étroite. En haut, des caisses de pièces détachées, des roues d'avion, un vieux groupe électrogène. L'endroit domine le couloir qui mène au poste radio. Il grimpe sans bruit, pose la caisse, ouvre le couvercle et assemble l'arme pour la première fois en configuration de tir. Le tube chauffe vite au toucher. Il l'a renforcé, mais la pièce d'aération n'est pas conçue pour encaisser longtemps. En bas, un caporal s'arrête sous la mezzanine. « On transfère le matériel nord, dépêchez-vous !» Les soldats grognent et s'éloignent. À leur passage, Pierre observe le rythme. 3 allers-retours déjà, toujours les mêmes 2 hommes. C'est une faille. Entre chaque transfert, 10 à 15 secondes où le couloir reste vide. Il cale l'arme contre une poutre métallique, vérifie la culasse une dernière fois. Un ressort claque sec, un peu trop fort. Il retient son souffle. Personne ne monte. Le poste radio n'est occupé que par un opérateur et un sergent assis à sa table. Les murs fins laissent passer des bribes de messages. Position compromise, renfort retardé, tenir coûte que coûte. Puis un bruit d'inattendu. Un civil, un mécanicien philippin, escorté par un soldat. L'homme trébuche, affaibli. Le soldat le pousse vers le poste radio. L'officier veut l'interroger. Après, on verra. Cette phrase glisse dans l'air comme une menace calme. Le mécanicien jette un regard vers la mezzanine, sans comprendre. Pierre serre la poignée de son arme. Un prisonnier de plus veut dire une fouille plus complète, et sa planque deviendra intenable. Le couloir se vide à nouveau. 10 secondes. Ses doigts se crispent. Il approche l'arme du rebord, prend appui. C'est le premier moment crédible, personne en vue. Une distance courte, un angle dégagé sur la porte du poste radio. Pourtant, il attend encore. L'arme peut tirer ou éclater. Et si elle explose dès le premier coup, tout s'arrête là. Une voix jaillit du poste. Emmenez-le derrière. On commencera par la procédure rapide.
La chaise grince. Le mécanicien se met à respirer bruyamment. Ce son suffit. Pierre se redresse et arme son bricolage. Le métal répond d'un claquement tendu. Il avance de 2 pas sur la mezzanine, vise l'entrée du poste. Le calme artificiel du dépôt se resserre autour de lui. En bas, personne ne regarde. Au-dessus, l'air sent la poussière chaude. Il expire lentement. Le premier tir sera aussi le signal, qui fera basculer toute la base, pour lui comme pour eux. Il prend position. Le couloir se vide une nouvelle fois. C'est maintenant. Le tir part, avec un bruit sec, plus aigu que prévu. La rafale courte traverse la cloison mince du poste radio. Le sergent s'effondre, sans un son. L'opérateur, surpris, renverse sa chaise et tente d'attraper son fusil posé contre la table. Pierre tire encore. 3 coups. Le fusil glisse au sol. Le silence revient brutalement, seulement troublé par le vrombissement du groupe électrogène en bas. Pendant une seconde, tout semble suspendu. Puis les pas des soldats résonnent dans le couloir, net, rapide. Quel a été ce bruit? Vérifiez le poste. Pierre se plaque contre la poutre. La culasse a chauffé, il le sent à travers le métal. Il secoue l'arme pour réaligner le chargeur. Le bricolage tient contre toute logique, mais la cadence sera moindre. En bas, un soldat monte sur une caisse pour atteindre la mezzanine. Il ne voit pas Pierre, masqué par l'ombre et les roues empilées. Le soldat crie. Le sergent ne répond plus. 2 autres arrivent en courant. L'un traverse le couloir sans lever les yeux. Le second s'arrête, hésite, puis scrute la mezzanine. Pierre se déplace de quelques centimètres et aligne sa cible. Nouveau tir. Le soldat tombe contre la rambarde avant de disparaître dans l'allée. Les 2 autres reculent instinctivement, cherchant un abri. Le mécanicien philippin réapparaît brièvement dans l'encadrement du poste. Il se jette à plat ventre et rampe hors de la pièce. Pierre lui fait un signe court. L'homme comprend et se glisse derrière un bidon renversé. Une nouvelle patrouille débouche à l'angle du couloir. Ils sont 3, plus disciplinés. L'un saute à couvert derrière une pile de caisses. Un autre tente d'atteindre les escaliers menant à la mezzanine. Pierre dévie légèrement sa position et tire une rafale brève. Le ressort faiblit, la culasse hésite, mais 2 balles partent. L'homme dégringole dans les marches. Le compresseur vibre sous la mezzanine, faisant trembler la structure. Le bruit masque en partie ses tirs, mais attire des renforts du hangar voisin. Pierre entend les ordres nets. On contourne, on bloque l'accès nord. Ils veulent le coincer. S'il reste, ils monteront par les 2 escaliers et l'écraseront. Il observe rapidement la zone. Un panneau de fuselage repose contre la rambarde. Il peut l'utiliser comme glissière improvisée. Il accroche l'arme à son épaule, pousse le panneau et le fait basculer. Le métal glisse dans un grondement sourd jusqu'au sol. Pierre s'y jette à son tour, amortissant la descente en se laissant glisser. Il atterrit lourdement, roule, se redresse. Un soldat surgit derrière un fût. Pierre tire une fois, presque à bout portant. Le canon chauffe trop. Une odeur de métal brûlé s'élève. L'arme tiendra encore quelques coups, pas plus. Le Philippin le rejoint, tremblant. Par où? Pierre montre le fond du dépôt. La porte latérale, maintenant. Ils avancent en se tenant près des ombres, mais un cri éclate derrière eux. Un soldat les a vus. Pierre pivote, tire encore. Les balles frappent la porte métallique à côté du Japonais, qui se jette en arrière. La culasse claque une dernière fois, ralentit. Pierre sent que la prochaine rafale pourrait bloquer l'arme. La porte latérale apparaît enfin. Un dernier couloir, éclairé par une lampe qui grésille. Et derrière, la sortie, vers les bâtiments abandonnés. Le couloir menant à la sortie résonne de tirs isolés. Pas encore proche,
mais assez pour indiquer que les renforts se coordonnent, enfin. Pierre pousse le mécanicien devant lui. La porte latérale grince quand il l'ouvre, mais personne ne réagit. Le vacarme derrière couvre tout. Il débouche dans une zone d'atelier désaffectée, noyée sous la poussière. Quelques châssis d'avions reposent sur des tréteaux fendus. Pierre vérifie l'arme. La culasse est tiède, presque collante. Une fine fissure s'est formée près du manchon d'acier. Encore 2, peut-être 3 tirs avant rupture. Ils la gardent pourtant levée. C'est encore leur seule assurance. Ils traversent l'atelier le plus proche. Au bout, une grande porte coulissante, à moitié obstruée par un moteur démonté. Derrière, une cour intérieure qui donne sur la clôture affaiblie par les bombardements. On entend les soldats approcher des 2 côtés. Le Philippin tire la porte d'un geste brusque. Un craquement sec se fait entendre. Pierre se retourne aussitôt. Une silhouette se découpe dans l'ouverture, laissée derrière eux. Un soldat, seul, fusil prêt. Ne bougez pas. Pierre ne réfléchit pas. Il tire une fois. Le coup sec frappe l'épaule du soldat, qui s'écroule en criant. Le canon rougeoie. Une odeur de peinture brûlée s'échappe du tube. L'arme est à la limite. Il passe la porte coulissante et émerge dans la cour. Au centre, des caisses éventrées, un treuil renversé et une brèche nette dans la clôture. Un impact d'artillerie a arraché une section complète. C'est leur sortie évidente, et aussi celle que les Japonais surveilleront en premier. Un bruit métallique retentit à droite. 3 soldats débouchent d'un atelier voisin, surpris de voir 2 silhouettes au milieu de la cour. « À terre !» crie Pierre. Le Philippin plonge derrière le treuil. Pierre appuie, malgré le risque. Une rafale courte part. La culasse claque violemment. Une étincelle jaillit, mais 2 balles touchent. L'un des soldats tombe, les 2 autres reculent. Le métal du canon se tord légèrement. Pierre le sent vibrer, instable. Il sait que le prochain tir pourrait littéralement lui éclater au visage. « Cours !» souffle-t-il. Il sprinte vers la brèche. Une mitrailleuse lointaine ouvre le feu. Les balles frappent la tôle, ricochent, arrachent des éclats. Pierre plaque le Philippin contre un châssis d'avion pour éviter une rafale qui traverse la cour. Son geste est sec, urgent. L'homme hoche la tête, incapable de parler. Un groupe de soldats arrive du côté gauche. L'un d'eux s'agenouille pour prendre une meilleure visée. Pierre lève son arme. Le soldat hésite. Il voit l'état du tube, comprend qu'il s'apprête à tirer avec un truc prêt à éclater. Pierre presse la détente. Rien. Un claquement sourd, un souffle chaud, puis un éclat de métal saute sur le côté. L'arme ne tire plus. Il la jette. Pas le choix. On y va. Il court les derniatomètres. Une nouvelle salve balaie l'air. Le Philippin passe la brèche en premier. Pierre s'y glisse sur un talus de terre brûlée et roule derrière un pan de mur effondré. Les tirs cessent une seconde, puis reprennent ailleurs. Les Japonais réorientent leur position, pensant à un assaut américain. Dans ce tumulte, ils réussissent à s'éloigner, bas et rapide. L'odeur de fumée se dissipe à mesure qu'ils gagnent les ruines extérieures. Au loin, on distingue déjà les silhouettes des troupes américaines en progression. Pierre s'arrête, enfin. Ses mains tremblent, non de peur, mais de tension pure. Il regarde la direction par laquelle ils viennent. La base s'enfonce dans un chaos qu'il a déclenché avec une arme montée à partir de rebuts. « Vous allez continuer ?» demande le Philippin. Pierre acquiesce, essoufflé. On trouvera leur avant-poste. Après, ils s'occuperont du reste. Ils repartent, disparaissant entre les arbres et les carcasses brûlées. Ils rejoignent les avant-postes américains en fin d'après-midi. Les soldats, d'abord prudents, relâchent leurs fusils en voyant le Philippin épuisé et Pierre couvert de poussière.
On les installe derrière une jeep, à l'ombre. Un officier écoute leur récit sans commentaire, note quelques détails, puis lève les yeux vers Pierre. « Vous avez fait ça avec des pièces d'avion ?» Pierre incline la tête. Il fallait quelque chose qui tire, même une fois. L'officier échange un regard avec un sergent. Une équipe médicale arrive, emmène le mécanicien. Pierre reste assis, les bras lourds. Derrière lui, la base japonaise continue de brûler. On distingue encore les éclats de voix, les ordres perdus dans le vacarme. Ce qui l'a déclenché là-bas crée une brèche que les Américains exploitent le soir même. Quand un soldat lui tend une gourde, Pierre la saisit sans un mot. Il ne regarde plus vers la base. Ce chapitre est derrière lui. La route s'ouvre maintenant avec d'autres mains, d'autres fusils, et sa part dans cette avancée ne tient qu'en une poignée de pièces assemblées pour survivre. Si tu veux d'autres histoires brèves, tendues et documentées sur la Seconde Guerre mondiale, abonne-toi.